Bonjour et merci à vous d'être présent à cette keynote dont vous voyez le titre sur le tableau là-bas. Merci Nicolas Ribaud d'avoir accepté cette invitation qui a été lancée par USURD. Et le sujet que nous abordons concerne l'Open Finance. On va aller rapidement dans le vif du sujet, sachant qu'on n'a que 2 minutes. Donc peut-être à la base, que signifie Open Finance pour vous ? Oui, alors bonjour à tous et merci pour l'invitation. Et merci aux précédents speakers qui ont parlé de l'open banking pour terminer, donc ça fait une bonne transition. Donc juste en 2 mots, qu'est-ce que l'open finance et l'open banking et en quoi l'open finance est différent de l'open banking? C'est un peu ça que je vais expliquer pour commencer. Grosso modo, pour parler de l'open banking et l'open finance, le mieux c'est de parler de ces cas d'usage. Lorsqu'aujourd'hui vous êtes par exemple sur votre établissement bancaire, sur les interfaces web et qu'on vous propose de connecter les comptes d'autres établissements, c'est de l'open banking. Si on vous propose de connecter vos investissements, c'est même de l'open finance parce que c'est plus global que les comptes de paiement. Lorsque vous êtes chez un marchand et qu'on vous propose de payer par virement sans repasser par les interfaces de votre banque, c'est aussi de l'open banking. Lorsqu'on vous demande de prendre un crédit et de partager votre donnée bancaire sans passer par des relevés papier, etc., juste par une connexion, c'est aussi l'open banking. Voilà. Donc nous, notre boulot, c'est de permettre de mettre en place ces cas d'usage en fournissant de la technologie qui va vous permettre d'accéder à votre donnée. De manière générale, ça repose sur un cadre réglementaire qu'on appelle la DSP2, Directive sur les services de paiement. Et nous-mêmes, Powens, on est un acteur régulé au titre de cette réglementation, supervisé par la Banque de France. Et on accompagne des banques, des assurances, des fintechs, des éditeurs de logiciels pour leur permettre d'accéder à la donnée de leurs clients, de partager cette donnée et de créer des nouveaux cas d'usage. Donc vous parlez de DSP2, mais est-ce que la loi Pacte également a un impact, en jeu de mots, là-dessus? Non, la loi Pacte, en l'occurrence, non, mais nous, on travaille avec des acteurs qui travaillent dans le cadre de la loi Pacte, qui veulent exploiter la loi Pacte et qui permet notamment le fait de disposer de son investissement et de le mouvementer d'un acteur à l'autre. Nous, on va permettre, par exemple, avec des acteurs comme Natixis ou Groupama, de permettre à des utilisateurs d'accéder à leurs données pour ensuite potentiellement faire des mouvements dessus et rapatrier les fonds d'un côté ou de l'autre. Peut-être pour parler des cas d'usage spécifiques au domaine de l'assurance, je pense que c'est surtout ça qui va intéresser aujourd'hui tout le monde. Peut-être avant d'en arriver là, pourquoi est-ce qu'on fait ce genre de choses? Pourquoi est-ce qu'on a mis en place l'open banking? Pourquoi on a mis, très bonne question. Au départ, l'open banking, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un cadre réglementaire et technologique qui considère intrinsèquement que la donnée n'appartient pas à la banque. La donnée bancaire n'appartient pas à la banque, elle appartient à vous et moi, elle appartient à l'utilisateur lui-même, d'accord, qui peut décider de disposer de sa donnée et la mettre à disposition du coup d'un autre établissement qui va lui apporter de la valeur. Le régulateur a vu là-dedans une véritable opportunité parce qu'il s'est dit si la donnée n'est plus la propriété d'une banque mais que vraiment l'utilisateur peut l'utiliser dans le cadre d'autres services, ça va favoriser davantage d'innovation dans le secteur, d'accord, qui pouvait être parfois, bien souvent même accaparé par quelques acteurs. Et donc ça va favoriser l'émergence de nouveaux acteurs, des programmes qui sont nouveaux, donc innovants, et aussi potentiellement une meilleure transparence sur les prix des services, meilleure compétition. Donc voilà, un écosystème beaucoup plus sain et compétitif. D'accord. Et là, justement, pour passer à des cas plus concrets et permettre à nos invités de comprendre mieux à quoi sert l'open banking, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples? Oui, alors, concret. Effectivement, pour préparer cette intervention, je réfléchissais un petit peu à nos clients qui sont notamment dans le domaine de l'assurance. Alors nous, le premier sujet, c'est déjà que l'on couvre dans les cas d'usage, c'est de permettre à des compagnies d'assurance d'accéder à la donnée bancaire et financière, donc d'investissement, d'épargne de leurs clients, et à travers leur application, leur système en place. L'avantage que des compagnies d'assurance vont pouvoir avoir à mettre cela en place, c'est que ça va leur permettre de donner une visibilité sur des flux financiers à leurs clients, alors qu'auparavant, ils avaient peut-être des points de contact avec eux 1, 2, 3 fois par an pour des renouvellements de cotisations. Si désormais, ils sont capables de délivrer des applications sur lesquelles il y a leurs flux financiers et même sur lesquelles ils peuvent mouvementer leurs flux financiers, forcément, ça leur donne des points de contact qui vont être plus fréquents.
Ensuite, il y a un enjeu de créer des expériences utilisateurs qui sont sympas, qui leur donnent envie de revenir, des applications faciles à utiliser. Mais le véritable avantage pour les compagnies d'assurance, c'est qu'elles accèdent à une donnée à laquelle auparavant elles n'avaient pas accès. Et du coup, elles peuvent faire évoluer la relation avec leurs clients. D'accord. Et est-ce que vous avez des cas concrets d'une entreprise sur le marché d'un porteur de risque? Oui, par exemple la Maïf, avec qui on travaille, qui a lancé une application à la fois qui permet à ses clients et assurés de gérer leurs contrats au jour le jour, mais aussi à travers laquelle elle leur donne accès à l'ensemble de leurs flux financiers, comptes courants, mais aussi comptes d'investissement, pour aussi potentiellement pouvoir les conseiller, les guider, les accompagner. D'accord. Voilà. Et dans quel domaine de l'assurance? Parce qu'on a l'assurance logement, on a l'assurance emprunteur, on a l'assurance santé. Est-ce que là, vous pouvez nous préciser la branche dans laquelle ils ont travaillé? Oui, alors là on était plutôt sur une visibilité financière, on a des cas d'usage aussi qui vont aller sur les conseils en investissement. Sur la protection de la personne, il y a encore un peu moins de cas d'usage, même s'il y en a plein qu'on pourrait imaginer. Typiquement, on pourrait imaginer qu'une assurance, en ayant accès aux flux financiers de ses assurés, puisse identifier peut-être l'achat d'un véhicule ou l'achat d'un matériel qui nécessiterait une assurance. Donc ça permettrait de faire de la détection d'opportunités, d'accord ? Ensuite, une véritable opportunité qu'on voit émerger en ce moment, c'est notamment dans le cadre de la loi Lemoine, sur le fait qu'il y a une véritable compétition qui s'engage sur le fait L'assurance de emprunteur. exactement sur l'assurance emprunteur, tout à fait. Beaucoup de compagnies d'assurance voient dans ce nouveau cadre réglementaire la possibilité de venir challenger des assurances déjà en place. Avec une technologie comme la nôtre, nous, on va récupérer les positions de crédit déjà en place, les taux d'assurance et ainsi de suite, le capital restant dû et le nombre d'échéances. Une compagnie d'assurance qui sait exploiter cette donnée que nous, on va récupérer, avec le consentement de l'utilisateur, toujours bien sûr, eh bien, une assurance peut dire, OK, en basculant de chez vous à chez nous, de votre précédente assurance à chez nous, à la nôtre, vous allez gagner X euros pour tel niveau de couverture. Voilà. Ça, c'est un cas d'usage qui est très concret, sur lequel il y a pas mal de compagnies d'assurance et de courtiers qui sont en train de bosser en ce moment, puisque forcément, avec une seule connexion et le cadre réglementaire assoupli, on peut changer rapidement d'assurance avec un intérêt, un bénéfice clairement identifié. Et vous pensez que c'est comme ça que les assureurs vont attraper les banquiers dans ce domaine? C'est une question provocatrice. Oui, non, mais tout l'enjeu, c'est que nous, ce qu'on identifie en parlant avec nos clients dans le domaine de l'assurance, c'est qu'ils n'avaient pas forcément. C'était difficile pour eux d'accéder à la donnée relative à leurs clients. Pour pouvoir développer des interactions suffisamment qualitatives, suffisamment enrichies par de la donnée concrète. Désormais, grâce à des technologies telles que celles qu'on développe, n'importe quelle compagnie d'assurance peut vraiment se comporter, je ne parle pas de dimension réglementaire bien entendu, mais en termes de suivi client, peut disposer des mêmes informations qu'un établissement bancaire. D'accord. Okay, donc forcément, ça ouvre beaucoup d'opportunités. Ok, mais alors aujourd'hui, vous avez donné 2 cas d'usage, mais par exemple dans le suivi des clients, dans la semaine, dans la journée ou au quotidien, est-ce que vous avez des cas particuliers? Et sinon, derrière ça, comment réagissent les assureurs quand vous leur parlez de cette solution? Alors, d'abord sur la partie suivi, et d'ailleurs, comme on réagit chez les assureurs aussi, c'est lié. Aujourd'hui, on a pas mal de discussions aussi sur le sujet du paiement, et je pense que c'est important d'en parler, puisque vous avez sûrement entendu parler, notamment il y a des prises de position européennes récemment sur la partie instant payment, le paiement instantané. Nous, de notre côté, on permet, avec nos Connectic API, à n'importe quel utilisateur d'initier un virement depuis sa banque pour payer une facture, et pourquoi pas d'ailleurs une cotisation d'assurance. Aujourd'hui, on a beaucoup de discussions et beaucoup d'intérêt des assureurs sur ces sujets-là. Moi, personnellement, je reçois tous les ans un bordereau de cotisation d'assurance dans ma boîte aux lettres avec un mandat de prélèvement qui est associé, qu'ensuite je mets 15 jours à envoyer, etc. Bon, forcément, c'est pas très digital, c'est pas très réactif. Voilà. Désormais, avec des technologies de paiement, il suffirait que ma compagnie intégrée, il suffirait que ma compagnie d'assurance m'envoie un lien de paiement ou un QR code sur le document pour que je le scanne et que j'initie de suite un virement depuis ma banque. Donc ça, forcément, en termes d'instantanéité de la couverture d'assurance, en termes de facilité d'usage, ça permet aussi de lutter face à des nouvelles compagnies d'assurance très digitales, qui arrivent avec des nouvelles expériences. Et toutes les assurances plutôt institutionnelles, traditionnelles, s'intéressent beaucoup à ça. Ok, bon, nous allons rester polis puisqu'il ne nous reste que 22 secondes. Mais juste une dernière question qui me brûle les lèvres.
Comment réagissent les assureurs face à ça? Vous avez donné 3 cas à peu près, mais globalement, la vision que vous avez du marché, comment est-elle? Est-ce que ils sont à l'écoute de ces innovations? Vous avez vu justement le panel juste avant, il y avait pas mal d'assureurs autour de la place, il y en avait même 3. Aujourd'hui, ils considèrent vraiment l'open banking comme étant un vivier d'opportunités en fait. Ils ont accès à de la donnée auxquelles ils n'avaient pas accès auparavant. Ils se disent qu'il y a plein de choses à faire. Nous, tous les jours, on a des discussions, et là j'en ai eu pas mal même aujourd'hui encore, sur des cas d'usage qui sont exploitables à partir de la donnée client partagée. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup d'intérêt, beaucoup de curiosité, beaucoup de POC qui veulent être lancés. Tout ça dans l'objectif de trouver les cas d'usage de demain, la façon dont on consommera l'assurance pour que ce soit plus facile, plus fun, plus pratique pour les gens au quotidien. Merci Nicolas. Merci beaucoup. Merci à vous et bonne continuation.